Edgar Latulippe est un jeune homme de 21 ans souffrant d'un léger retard mental et vivant en foyer. En 1986, il va partir de son foyer pour malheureusement jamais revenir. Les années passeront alors sans que jamais personne ne comprenne ce qui avait bien pu se passer. Mais en 2016, un homme d'une cinquantaine d'années va résoudre cette affaire après avoir subitement retrouvé la mémoire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Edgar Latulippe, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire canadienne qui est très peu connue et pourtant qui est totalement folle. Malheureusement, comme elle est peu connue, j'ai très peu de photos, j'ai même pas de vraies photos de Edgar Latulippe, j'ai que des dessins. Mais bon, malgré tout, je trouvais l'histoire très intéressante et assez complète pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Edgar Latulippe est né le 24 avril 1965 et est un jeune homme de 21 ans vivant au Canada, en Ontario, dans la ville de Kitchener, dans la municipalité de Waterloo. Il avait grandi très entouré par sa famille. Par contre, en grandissant, on va se rendre compte que Edgar souffrait de troubles mentaux. Selon sa mère, qui s'appelle Sylvia Wilson, déjà très petit, les médecins avaient décelé chez Edgar certains retards mentaux. En grandissant, il avait alors souvent séjourné en hôpital psychiatrique ou même dans des foyers de groupe. Et en fait, à l'âge de 21 ans, Edgar vivait avec un esprit très enfantin. Il arrivait malgré tout à se débrouiller seul pour faire plusieurs choses dans sa vie, mais c'est comme s'il vivait en permanence avec un esprit d'un enfant d'une dizaine d'années. Malheureusement, à cause de tout ça, Edgar se sentait assez rejeté par les gens de son âge. À l'école primaire ou secondaire, les enfants ou les adolescents de son âge le trouvaient différent et donc toute sa vie, il se sentait rejeté, mis de côté et la situation était difficile à vivre. À cause de tout ça, tout ce qu'il y avait sur le côté, eh bien Edgar a développé d'autres troubles psychologiques et donc sa famille avait du mal à s'occuper de lui et c'est pour ça qu'il a très souvent été pris en charge dans sa vie. D'ailleurs, en janvier 1986, Edgar avait essayé de mettre fin à ses jours alors qu'il se trouvait dans un foyer pour adultes. Clairement, on peut imaginer que toute cette période-là a été un moment très difficile à vivre pour Edgar lui-même, mais aussi pour toute sa famille. Lorsque Sylvia avait vu son fils en convalescence à l'hôpital, elle avait été assez choquée car elle s'était rendue compte qu'il avait perdu énormément de poids. Il était devenu presque squelettique et elle s'inquiétait vraiment beaucoup pour son bien-être. Suite à ça, Edgar avait alors intégré un tout nouveau foyer de groupe dans sa ville, à Kitchener. Et là, il était entouré par des personnes qui pouvaient s'occuper de lui, qui le prenaient en charge tous les jours. Il y avait des médecins, des psychologues, mais surtout il était entouré de personnes qui rencontraient les mêmes difficultés que lui. Ce foyer, c'était pas un hôpital psychiatrique ou quoi que ce soit, c'était vraiment un endroit où il louait une chambre, il avait un repas compris et sur le côté, il était assez libre. De plus, le personnel lui donnait chaque jour des médicaments comme des antidépresseurs ou des neuroleptiques pour l'aider au quotidien à aller mieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, Edgar était libre, il n'était pas aliéné ou quoi que ce soit et chaque mois, il touchait une pension d'invalidité qui lui permettait de vivre et de payer ses soins, mais aussi de faire toutes sortes d'activités à l'extérieur. Edgar a alors passé des mois dans ce nouveau foyer et il a commencé à réellement s'y épanouir et à s'y construire une vie. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du 2 septembre 1986. Ce jour-là, Edgar est sorti de son foyer et s'est rendu à la gare routière de Kitchener. Là-bas, il a demandé un billet pour se rendre aux chutes du Niagara et serait ensuite monté dans le train. Mais le problème est qu'après ça, plus personne n'aura jamais de nouvelles d'Edgar. Le soir venu, lorsqu'il n'est pas rentré à son foyer à Kitchener, eh bien les gérants vont commencer à s'inquiéter. Ils vont vraiment pas perdre de temps, ils vont appeler la famille d'Edgar pour demander si au cas où Edgar était avec eux et aussi pour les mettre au courant de la situation. Et donc les parents d'Edgar vont eux aussi s'inquiéter.
Connaissant l'état mental d'Edgar, eh bien, ils préviendront la police régionale de Waterloo et évidemment, sa disparition sera largement prise au sérieux. Les enquêteurs vont alors explorer plusieurs pistes avant d'enfin comprendre qu'Edgar s'était rendu aux chutes du Niagara le jour de sa disparition. Ça n'a évidemment pas vraiment rassuré les enquêteurs parce que les chutes du Niagara étaient connues pour être un lieu où plusieurs personnes mettaient régulièrement fin à leur jour. Donc là, la première théorie des enquêteurs était qu'effectivement Edgar s'était rendu aux chutes du Niagara dans le but assez triste de vouloir mettre fin à ses jours. Mais voilà, lorsqu'ils iront enquêter sur place, sur les lieux, eh bien ils ne trouveront aucune trace d'Edgar. Ils interrogeront plusieurs personnes qui étaient sur place ce jour-là, des habitués du coin, des commerçants et même parfois des touristes. Et malheureusement, personne n'ira l'avoir vu, personne ne le reconnaîtra sur base de photos. C'était assez étrange parce que clairement, les chutes du Niagara sont un lieu touristique et si quelqu'un avait sauté par exemple de la rambarde, c'était sûr qu'au moins des dizaines de personnes auraient assisté à la scène. Les autorités vont alors continuer à chercher encore et encore après Edgar, mais c'est simple, ils ne trouveront aucune piste ou indice valable et rapidement sa disparition deviendra un cold case. Quelques années plus tard, en 1991, les enquêteurs ont décidé de travailler avec l'organisation Victims of Violence. C'est une association qui regroupe pas mal de bénévoles qui aident à médiatiser et même à enquêter sur des cas de personnes disparues ou victimes de violences. L'association a alors aidé les autorités dans le cas de la disparition de Edgar Latulippe et ils ont affiché la photo d'Edgar dans de nombreux lieux publics très fréquentés et de passage comme les gares et les aéroports dans le but que quelqu'un puisse l'identifier. Malheureusement, cette nouvelle campagne ne mènera à rien et aucun policier ne recevra de nouveaux témoignages. En fait, c'est simple, personne ne semblait reconnaître le visage d'Edgar. Par contre, 2 ans plus tard, en 1993, les enquêteurs vont enfin recevoir un témoignage d'une personne qui disait avoir vu Edgar dans la ville d'Hamilton, toujours dans la province de l'Ontario, à 60 km tout au plus de là où il habitait. Les enquêteurs se sont alors immédiatement dit qu'il pouvait s'agir d'une véritable piste, mais malheureusement, ils ne trouveront rien sur place et l'enquête se retrouvera de nouveau au point mort. Malheureusement, plus le temps passait et plus les enquêteurs et la famille d'Edgar ont commencé à se faire une raison. Ils se disaient en fait que potentiellement Edgar avait bel et bien mis fin à ses jours quelque part sans que personne ne le retrouve. Mais finalement, en 2008, le dossier du cas de disparition d'Edgar va être réouvert et de nouveaux enquêteurs vont se pencher une nouvelle fois sur ce cas. En fait, les autorités ont déterminé qu'il y avait 20 cas de personnes disparues dans la région, plus ou moins au même moment que la disparition d'Edgar. Après réexamination, tous ces cas ont alors été classés comme étant des homicides. Donc là, la disparition d'Edgar n'était plus vue comme un suicide, mais comme un meurtre. Le sergent Dorling va alors prendre en charge ces 20 dossiers et il va demander à tous ces enquêteurs disponibles d'enquêter sur ces 20 dossiers pour comprendre ce qui était arrivé à toutes ces personnes. Ce sergent Dorling dira d'ailleurs publiquement « J'ai rencontré beaucoup de ces familles et je n'aimerais rien de plus que de clôturer tous ces dossiers. Tous ces cas méritent qu'on s'y attarde. » Après ça, même si certains dossiers vont effectivement avancer, le cas de la disparition d'Edgar, elle, n'avancera pas et malheureusement l'enquête restera encore une fois au point mort. Sylvia, donc la maman d'Edgar, va elle suggérer aux enquêteurs que peut-être quelqu'un de malveillant aurait pu profiter de son fils à cause de ses retards mentaux. En fait, Sylvia dira qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête le fait que quelqu'un aurait pu vouloir profiter de son fils et une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait, eh bien l'aurait assassiné. À son tour, elle se confiera alors publiquement et elle dira « Quand Edgar a disparu, je suis tombée très malade. J'ai dû prendre congé au travail. J'étais au bord de la dépression nerveuse. » C'était vraiment un supplice pour sa maman, pour sa famille, pour les enquêteurs de savoir Edgar disparu comme ça sans laisser le moindre indice et sans savoir depuis des années ce qui était réellement arrivé. Mais bon, en tout cas, après tout ce temps, une chose était sûre pour tout le monde, Edgar était bel et bien décédé. Les années vont alors passer et petit à petit, plus personne ne parlera de sa disparition. Mais là, le 10 février 2016, ça va être totalement dingue. Toutes les chaînes de télévision, d'information ne parlaient que de ça, mais Edgar Latulippe venait d'être retrouvé sain et sauf dans la ville de Sainte-Catherine,
toujours dans la province de l'Ontario, à seulement 120 km de chez lui et juste à côté des chutes du Niagara. En fait, au début de l'année 2016, un homme vivant à Sainte-Catherine avait appelé son assistante sociale. Cet homme était assez spécial, il vivait dans cette ville depuis des années, mais il n'avait jamais su dire qui il était. Il avait en fait perdu la mémoire il y a des années et depuis, il s'était reconstruit une vie aidé par justement une assistante sociale. Donc voilà, lorsqu'il va appeler la travailleuse sociale en janvier 2016, il va lui dire qu'il ne sait pas comment, mais il a l'impression de se rappeler de son réel nom et prénom. Il lui dira qu'il avait donc l'impression de s'appeler Edgar Latulippe. L'assistante sociale avait alors décidé de rechercher le nom sur internet et elle avait alors découvert qu'un homme du nom de Edgar Latulippe avait disparu un peu plus loin dans la région 30 ans auparavant. Et là, justement, tout semblait correspondre. Ça faisait 30 ans que cet homme habitait Sainte-Catherine en disant ne pas se rappeler de sa vie d'avant. L'assistante sociale va alors immédiatement prévenir la police et des enquêteurs vont alors interroger cet homme pour savoir si oui ou non il était Edgar Latulippe. Là, pendant l'entretien avec les policiers, plein de petits souvenirs vont sembler revenir à cet homme et ces petits souvenirs vont venir confirmer qu'il s'agissait sans aucun doute bel et bien de Edgar. En tout cas, les enquêteurs vont être convaincus et l'homme va fournir à la police des échantillons d'ADN qui vont être comparés à l'ADN de Sylvia, la maman d'Edgar. Et là, on va se rendre compte que l'ADN correspondait complètement. Sylvia était bel et bien la mère et donc cet homme était bel et bien Edgar Latulippe. Lorsque la famille d'Edgar a été mise au courant, ça va créer un sentiment assez étrange chez eux. En fait, le père d'Edgar était décédé en l'an 2000 et sa maman était la seule personne de sa famille à vraiment vouloir reprendre contact avec lui. Elle dira d'ailleurs en interview « Je ne sais pas quoi penser, je suis juste un peu époustouflée. Je veux juste lui parler et l'aider de toutes les manières possibles. Je veux juste le voir. » Alors, il faut bien se rendre compte que même si évidemment tout le monde était soulagé de le savoir en vie, tous ses proches qui l'avaient connu 30 ans auparavant avaient eux fait leur deuil. Ils avaient évidemment énormément pleuré, mais ils avaient tous fini par remonter la pente. Le fait donc d'apprendre qu'il était là depuis toutes ces années, qu'il était bien vivant et qu'aujourd'hui ils avaient la possibilité de renouer des liens avec lui n'était pas spécialement très facile à gérer pour tout le monde. Donc en tout cas en 2016, au moment où il a été retrouvé, sa maman a été la seule à vraiment vouloir le voir et vraiment vouloir lui parler. Les enquêteurs de leur côté vont essayer de comprendre ce qu'il s'était passé 30 ans plus tôt. En fait, en 1986, lorsqu'Edgar s'était rendu aux chutes du Niagara, il s'était cogné la tête assez violemment, ce qui lui avait fait totalement perdre la mémoire. Il avait alors été emmené à l'hôpital, mais même après quelques jours, Edgar ne se rappelait plus de qui il était, il ne se reconnaissait plus dans le miroir, il ne savait plus qui était sa famille, d'où il venait. Vraiment, il était totalement perdu. Malgré tout, à un moment donné, il a bien dû sortir de l'hôpital et donc il a dû se créer une nouvelle vie, une nouvelle identité et il a commencé à vivre comme ça en se disant que peut-être un jour quelqu'un allait le retrouver, peut-être que quelqu'un allait le reconnaître. En tout cas, c'est ce qu'il espérait. Edgar avait alors vécu pendant 30 ans dans la ville de Sainte-Catherine et pendant tout ce temps-là, il était resté assez discret. D'ailleurs, il ne s'était jamais inscrit sur aucun réseau social. Par contre, il faut savoir qu'il rencontrait toujours beaucoup de difficultés au niveau de sa santé mentale, alors il était aidé par divers services sociaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'il avait rencontré son assistante sociale qui l'aidera justement plus tard. Donc voilà, quand Edgar a été ramené dans sa ville natale, il a revu sa mère et sa première réaction a été de s'excuser. Ensuite, il a voulu rassurer sa maman en disant qu'il était heureux qu'il s'était construit une vie à Sainte-Catherine et que d'ailleurs il avait quelques amis. Il avait son propre appartement, il avait une pension d'invalidité du gouvernement et vraiment il appréciait sa vie, il vivait extrêmement bien. Au final, quand il saura dans quel état il était avant sa perte de mémoire, il se dira qu'il préférait sa vie à présent et sa maman d'ailleurs va remarquer qu'il paraissait bien plus heureux. Sylvia était donc évidemment très émue et la dernière fois qu'elle avait vu son fils, il avait 21 ans et il était un jeune homme en grande difficulté et là, il s'agissait d'un homme mûr de 50 ans en meilleure forme physique mais aussi mentale. Les enquêteurs sur l'affaire vont eux être très surpris mais aussi très heureux de la résolution de ce cas et un des enquêteurs dira d'ailleurs en interview « Je suis policier depuis 18 ans et j'avais déjà vu à la télévision ce genre de choses mais je ne l'avais jamais vécu. C'est un cas absolument rare. »
J'ai essayé de chercher des articles plus récents, mais les articles les plus récents que j'ai trouvés datent de 2016, donc au moment où justement il a retrouvé sa mère. Par contre, je ne sais pas où en est Edgar Latulippe aujourd'hui. Je pense que c'est pas plus mal pour lui si on n'en sait pas plus. Edgar avait toujours voulu rester assez discret dans sa vie, et donc le fait qu'il n'y ait pas plus d'articles sur lui aujourd'hui lui permet de rester dans l'anonymat et de vivre sa vie tranquillement, en tout cas je l'espère. Peut-être qu'avec le temps, il a repris contact avec le reste de sa famille, ou alors peut-être qu'il est resté vivre à Sainte-Catherine, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'espère qu'il vit une très belle vie à présent. Voilà, cette histoire était plus courte que d'habitude, mais malgré tout, je trouvais qu'elle valait la peine d'être racontée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et sinon, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si l'histoire vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!